Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement total d'univers sur la chaîne. Habituellement, je vous propose essentiellement du Wargame historique. Aujourd'hui, on revient à la base du Wargame, ma base du Wargame, avec un Wargame qui se déroule dans un monde médiéval fantastique, avec des socles carrés. Vous aurez tout de suite deviné qu'il s'agit d'un jeu en particulier. Et aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir King of War. Et oui, vous attendiez peut-être à autre chose, mais aujourd'hui, je vais bien vous parler de ce magnifique jeu que m'a très gentiment envoyé Légion Distribution, le distributeur et traducteur français de Mantic Wargame. Et aujourd'hui, à travers la découverte de ce starter intitulé Sons of Amun, je vais me faire fort de vous convaincre que ce jeu est tout à fait parfait pour les gens qui sont nostalgiques de Warhammer Battle, et je vais vous expliquer en quoi ce jeu dépasse beaucoup de ses concurrents, y compris le plus, on va dire, le plus historique, et peut-être maintenant le plus légitime, forcément, parce que tout vient de Warhammer Battle, et ce jeu-là, il a vraiment, mais vraiment, beaucoup d'atouts. Donc, un jeu de chez Mantic, et qui m'a très gentiment été envoyé par Légion Distribution, le distributeur français et traducteur de la règle de King of War. Donc dans ce starter, on va trouver deux armées, l'Empire de Poussière, représenté par ces légions de squelettes, on va dire d'inspiration égyptienne, et des ogres. Les ogres qui sont des mercenaires dans ce monde impitoyable. Si je retourne la boîte, voilà ce qu'elle contient en termes de figurines. Donc des unités d'ogres avec un chef de l'Empire de la Poussière, avec cette fois-ci beaucoup plus de monde, y compris de la cavalerie, et le livre de règles. Alors, la boîte, je l'ai déjà ouverte, parce que je voulais vraiment voir ce qu'il y avait dedans. Dans la boîte, on a des figurines, on a un petit livret, qui vous explique plein de choses, on va le regarder en détail, et un livre de règles, ma foi, vachement épais, et avec une jolie image de couverture. Moi, j'aime beaucoup ce casque. Et bien entendu, les figurines. Alors, les figurines, on finira par ça, et je vais vous parler déjà des règles, et on va faire un petit historique, finalement, de ce jeu Kings of War. Il faut savoir que l'arrêt de Warhammer Battle a été un vrai traumatisme pour beaucoup de joueurs qui se sont retrouvés un petit peu orphelins d'un jeu de bataille de masse Heroic Fantasy. Games Workshop avait fait un petit peu le tour de la chose et n'arrivait plus finalement à bien vendre son jeu, et dans leur logique commerciale, ils ont décidé de partir sur autre chose, et c'est pour ça qu'ils ont développé Age of Sigmar. En 2000, si je ne dis pas des bêtises, en 2008, la Mantic a été fondée pas par n'importe qui, parce que ça a été fondé par Ronnie Renton, qui était l'ancien directeur général de Games Workshop. Et il faut savoir que voilà, le jeu n'est pas une pâle copie de Warhammer Battle, c'est vraiment un jeu différent, qui a des similitudes, et qui a été conçu par des personnes qui connaissent vraiment le métier et qui étaient des figures du domaine à l'époque. Dans un premier temps, King of War n'existait pas. Il n'y avait que la marque Mantic qui proposait des proxys pour, on va dire, les déçus de Warhammer Battle, qui ne pouvaient plus s'approvisionner parce qu'il n'y avait plus de sortie. Donc, ils ont sorti toute une gamme de figurines de plus ou moins bonne qualité qui permettaient de compléter ces armées Warhammer Battle, qui avaient été abandonnées lâchement par Games Workshop.
Fort de ce succès, hein, parce que bon, ils ont rencontré comme un beau succès en proposant des figurines de plus en plus bonne qualité. Devant cette masse de figurines, ils se sont dit, ben pourquoi pas ne pas lancer notre propre règle. Et il faut savoir que cette règle a été conçue en partie, au départ, par Alessio Cavator. Alessio Cavator, peut-être que vous ne le connaissez pas, et je vais vous expliquer un petit peu qui est ce monsieur, et pour vous expliquer vraiment l'ADN du jeu Kings of War. Alors, Alessio Cavator, c'est une personne qui a une carrière qui est exceptionnelle dans le milieu du wargame. Il a notamment contribué à rédiger les règles de Warhammer Fantasy Battle, donc Warhammer Battle, celui qu'on connaît tous. Donc là, le créateur de la règle Warhammer Battle crée un autre jeu dans le même style, donc ça c'est super intéressant. Warhammer 40 000, Mordheim, Necromunda, donc Necromunda, c'est pas non plus n'importe quel jeu, mais il a aussi contribué à d'autres jeux très connus et peut-être dont vous pouvez pas vous douter qu'il a participé à ça. Bolt Action, Beyond the Gates of Antares, toujours un jeu de chez World of Games, et il a contribué également, et ça, je l'ai découvert il y a peu, à l'écriture des règles de Conquest, The Last Argument of Kings, que j'avais précédemment présenté sur la chaîne. Un jeu qui a une très très belle communauté et qui est assez original et qui se pose vraiment en concurrent de ce type de jeu. Donc là, je suis très content qu'il y ait autant de choix maintenant dans l'univers fantasy médiéval fantastique. Alors, il faut savoir que on a commencé, donc, comme je vous disais, par vendre des figurines. Après, on a vraiment développé une règle à part entière par donc par un créateur de règles qui voulait avoir une règle qui était différente de celle de Warhammer Battle. Le but n'est pas de créer un clone, et je vais vous expliquer un petit peu en quoi cela diffère. Kings of War, il se diffère par plusieurs choses. Déjà, c'est un jeu qui se veut un peu plus simple que l'univers de Warhammer. Warhammer, c'est un jeu, on va dire, qui est parfois un petit peu déséquilibré au niveau des unités. On peut vraiment optimiser son armée, on peut avoir de gros déséquilibres. Donc l'optimisation fait partie du jeu, hein. C'est pas forcément un défaut. Kings of War se veut plus rapide dans son exécution, mais ça, je vous expliquerai pourquoi quand on va regarder vraiment l'intérieur du livre. Depuis quelques années maintenant, là on en est à la 3e édition, en 2022, donc bon, ça n'a pas bougé depuis. Le livre, il a la particularité de proposer un ensemble de règles, mais également des scénarios et l'intégralité des listes d'armées. Donc, avec ce livre-là, vous avez déjà tout pour jouer. Dans la boîte de jeu que je vous ai montré, dans le starter, donc il y a le livre, le petit fascicule et les figurines. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de token, il n'y a pas de dés, parce que tout se joue avec des D6. Le petit livret, lui, est en anglais. Le livre est en français parce qu'il a été traduit plutôt bien par l'équipe de Légion Distribution. Et ça, c'est vraiment un gros point positif, on va dire, par rapport à des livres en anglais. Le jeu, il est proposé à moins de 100 € avec tout ça à l'intérieur. Le livre de règles, si je vous montre un petit peu, il pèse son poids. Et il fait, on va dire, 280 pages. 280 pages de plein de choses différentes. Le petit livret que je vous montre ici, hein, qui est spécifique donc à ce starter, hein, vous en trouverez un dans différents starters, et à l'écran, vous allez voir maintenant les différents starters qui existent maintenant sur la marque. Alors il y a possibilité d'acheter des starters, il y a possibilité d'acheter des armées ou d'acheter des figurines à l'unité. Faut savoir également, et ça sans vous mentir, hein, que la communauté recycle abondamment les vieilles figurines de Warhammer Battle, hein, qui sont totalement compatibles. Ici, on est sur du socle d'origine, identique à ceux de Warhammer Battle. Donc vous pouvez conserver vos figurines, il n'y a pas besoin de les convertir ou quoi que ce soit. C'est parfaitement
adaptable. Et dans un premier temps, je pense, très honnêtement, que le jeu, il a été fait pour ravir finalement les personnes qui avaient monté des armées de Warhammer Battle et qui pouvaient plus jouer avec, parce que bon, la règle, elle était un petit peu vieille et elle n'avait pas connu d'évolution. Là ici, on a voulu faire une règle différente, mais qui pouvait permettre aux joueurs de jouer toujours avec les figurines qu'ils avaient précieusement conservées. Dans ce petit livret, on va retrouver pas mal de choses. On va vous expliquer une petite introduction. Alors, il n'y a pas besoin d'être une star en anglais pour comprendre. On va vous expliquer comment assembler votre armée. Donc, comment est-ce qu'on va découper les figurines. Des figurines qui sont en plastique. On va les découvrir un petit peu plus tard. Là, alors, c'est pas forcément révélateur des figurines qui sont présentes dans le package. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est identique pour tout. On vous explique les différents types de socles qu'il peut y avoir et comment est-ce qu'on doit assembler ces socles entre eux. Alors, il faut savoir que le jeu a une particularité. On va pas jouer figurine par figurine. C'est vraiment du bataille de masse, de la bataille de masse. Et on va utiliser finalement de grands socles où toutes ces figurines vont être mises les unes aux autres. La figurine par elle-même n'a pas trop d'importance, c'est plutôt la représentation de l'unité qui est importante dans le jeu. Et disons qu'on peut faire des socles scéniques regroupant l'intégralité des figurines. Et ça, je veux dire, c'est un très très bon point pour les gens qui, comme moi, aiment bien avoir de très jolis socles. Et ça évite à chaque fois qu'on a une perte de retirer une figurine et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Dans la peinture, on va vous expliquer un petit peu donc les unités qui composent cette armée, donc les squelettes, une armée de squelettes avec pas mal de choses, et des ogres, des guerriers ogres qui sont équipés soit d'armes, soit de petits tromblons. Donc ça c'est plutôt bien, avec de très jolies illustrations. Alors les ogres ils sont rouges dans l'univers de Mantic. Et là, voilà, honnêtement, le lore est plutôt riche. Et le lore, il est très accessible sur le site de Mantic. Et je vais vous mettre dans la description de la vidéo également un lien vers une page qui va vous donner l'intégralité des nations qui composent ce jeu. Donc ici, on va vous dire ce que c'est le monde de Panitor, où se déroule toute la trame, et on vous explique un petit peu comment ces squelettes sont devenus des squelettes, et ce que sont les ogres. Alors pour faire court, les squelettes, c'était une civilisation ancienne qui avait migré dans une région, qui était adepte de la nécromancie. Ils ont fait peur un petit peu à leurs voisins. Leurs voisins leur ont jeté un sort qui les a plus ou moins décharnés et réduits à l'état de squelette, mais leur pouvoir de nécromancien leur ont permis de surmonter cet état, et maintenant ils errent dans des étendues désertiques à la recherche d'ennemis à détruire. Les ogres, eux, leur histoire, elle est beaucoup plus simple. C'est une nation assez drôle à jouer dans l'univers de King of War. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires, mais pas des gros bourrins comme on pourrait retrouver dans d'autres jeux. Ce sont des mercenaires qui sont très intelligents, qui parlent plusieurs langues, qui sont vraiment des experts de la guerre, qui sont utilisés par toutes les nations, du bien comme du mal, comme des armes de destruction massive, finalement. Les ogres ne possèdent pas d'écrit, on va dire, sur leur histoire, donc leur histoire est un petit peu mystérieuse. Tout ce qu'on sait, c'est que les ogres, ils agissent toujours pour eux-mêmes, et qu'ils vont toujours aller voir celui qui paye le mieux. Voilà un petit peu comment on décrit un peu les unités, parce que dans ce petit livret, on vous propose une mini-campagne pour vous apprendre à jouer avec ce starter. Alors, le starter par lui-même ne sera pas suffisant pour vous monter des armées complètes, mais ça représente quand même des bases d'armées qui sont plutôt intéressantes. Alors, pour les ogres, notamment, on propose normalement, dans les armées d'ogres, pas mal de gobelins qui apportent un petit peu de vitesse, ce qui est un peu
on va dire, le défaut des ogres. Au niveau des squelettes, alors là, on se retrouve avec déjà pas mal de choses. Il faut savoir que chacun a un héros, hein, qui est proposé, une figurine qui est à part, qui n'est pas en plastique injecté, hein, comme les autres, mais qui est vraiment en résine. Et qui, franchement, qui est vraiment très très sympa. Au niveau du petit livret, on vous explique un petit peu comment on bouge ces unités. Donc c'est un jeu, finalement, je vais vous montrer ça dans le livre de règles principales, qui se joue très très facilement avec des D6. Et c'est ce qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment séduit, c'est cette facilité à comprendre les règles très rapidement. Et là, la mini-campagne, les sables d'Amun, ils vont vous donner 3 batailles avec un renvoi vers le livre de règles qui vous propose déjà beaucoup de scénarios. Et on vous dit l'histoire continue avec un renvoi, hein, donc vers l'application de Mantic. Alors Mantic, ils ont la particularité également, pour un fabricant, moi je trouve ça plutôt bien, de proposer une sorte de Patreon tous les mois, où si vous vous abonnez, vous pouvez télécharger des STL, parce qu'ils proposent également des figurines en 3D. Donc ils ont su vraiment être innovants par rapport à ça. Ils proposent toujours des figurines en version physique, mais il y a également des versions 3D, et ça c'est vraiment super cool. Et là on a des photos, des jolies photos de peinture, de ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, et au niveau des socles, c'est vraiment super intéressant. Si on regarde un petit peu le livre de règles, il est plutôt simple, malgré sa taille, et ça, c'est vraiment une excellente chose. Donc, le livre de règles, il est en français. Il est plutôt bien illustré, mais sans partir vraiment dans le n'importe quoi. Ici, on vous explique une petite introduction, comment jouer. Donc, il vous faudra simplement un mètre et des D6, et bien entendu du matériel de modélisme. Les parties sont plutôt courtes, parce que le jeu, il est hyper dynamique, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire passer des heures et des heures dans une salle à jouer, c'est pas toujours facile avec la vie de famille, et là, on peut jouer très rapidement, notamment avec le système de plateau, que je trouve plutôt pas mal, et c'est un truc que j'avais notamment vu dans Conquest. Mais bon, puisque l'auteur est le même, a priori, on peut comprendre comment il a récupéré cette idée, et c'est plutôt une bonne chose. Là, on va vous expliquer un petit peu le type d'unité qu'il y a. Donc il y a des unités propres, on va à chaque nation. On a également des unités qui peuvent se partager d'une nation à l'autre, des sortes de mercenaires, on va dire, hein, des monstres, comme des géants, tout ça. Au niveau figurine, prix. Alors, étant donné qu'il faisait du proxy Games Workshop, c'est hyper intéressant de prendre des figurines Mantic. Parce que déjà, on va dire, toutes les nations classiques sont représentées, mais il y a également des figurines un petit peu différentes, parce qu'ils ont développé d'autres nations qui sont pas présentes forcément dans le monde de Warhammer Battle. Donc, je les compare toujours un petit peu, hein. Le but ici, c'est vraiment de vous parler de Kings of War, pas de Warhammer Battle, parce que Warhammer Battle, tout le monde le connaît un petit peu, tout le monde ne fait qu'en parler, et moi je trouvais plus intéressant de vous parler de ce cousin, hein, de ce descendant, on va dire, direct de Warhammer Battle, et moi je trouvais ça super intéressant. Et puis bon, ça fait quand même quelques années qu'ils existent, et donc ils ont vraiment une expérience, et on est déjà donc sur une V3, et ça c'est vraiment bon. Donc là on vous explique un petit peu, hein, les phases de jeu. Alors les phases de jeu, elles sont super simples. Alors c'est les caractéristiques des unités, hein. On joue avec des socles, avec différentes phases. Le but, hein, du jeu, on est vraiment dans des stratégies assez intéressantes. Ça va être d'attaquer l'ennemi sur le côté ou par derrière pour infliger davantage de touches. On va multiplier le nombre de touches en fonction si c'est sur le côté ou c'est derrière. Les tours de jeu hyper classiques, on lance un dé en début de bataille pour savoir qui a l'initiative au départ. Le joueur 1 qui a pris l'initiative, il peut choisir de ne pas la prendre, c'est à son choix. Et on commence par une phase de mouvement. Et là, on vous explique un petit peu
les différents mouvements qu'on peut avoir. Le mouvement, il peut être également une charge. Et là, on vous explique tous les cas de figure avec des schémas qui sont super bien faits. Moi, je trouve que les illustrations, elles sont bien faites. Et moi, j'aime bien les schémas parce que, lire tout le temps des choses. Et qui plus est, quand c'est en anglais, c'est très compliqué. Là, c'est du français et en plus, t'as des schémas. Donc, il n'y a rien à dire que par rapport à ça. On peut faire des charges multiples. On peut faire des contre-charges. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On vous explique l'incidence des terrains. Donc, il y a l'incidence des terrains par rapport à des terrains infranchissables, des terrains difficiles, des collines. Donc là, il nous le montre bien à travers cette photo. Moi, j'aime bien aussi également quand il y a des photos avec des figurines peintes. Ça donne vraiment de l'inspiration. Il faut avouer que c'est plutôt pas mal fait. Bon, les décors, parfois, ils sont un peu simplistes, on va dire. Hein. Mais les décors, ils ont une grosse importance dans le jeu. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à ce niveau-là. Les lignes de vue, elles sont importantes également. Il faut savoir que chaque terrain et chaque personnage du jeu a, dans ses caractéristiques, une certaine hauteur. Et bien entendu, un petit ne pourra pas voir par-dessus un grand, mais un grand peut voir par-dessus un petit. Donc, dans le placement de vos unités, sera forcément un impact. La phase de tir. La phase de tir qui est également la phase de magie, parce qu'on lance des sorts, hein, finalement. Donc, phase de tir et de magie. On vous explique un petit peu comment blesser tout ça. Il faut savoir que à partir du moment où on blesse une unité, on va immédiatement effectuer des tests de morale, même si c'est pas encore le tour de l'adversaire. C'est-à-dire que dès le premier tour, on peut déjà infliger des pertes à son adversaire. Ça va très très vite. La phase de mêlée, c'est le corps à corps. Hein, on va résoudre les touches. Et encore une fois, si on inflige des blessures, on va tout de suite tester le moral de l'adversaire. Donc le moral a quand même une grosse importance. Une fois qu'on a fini tout ça, donc là on vous explique un petit peu tout ça sur le moral, avec encore de très jolies illustrations, on passe au tour du joueur suivant, et on va vous expliquer un petit peu ici comment fonctionnent les machines de guerre, les personnages indépendants, parce qu'on a des unités classiques, hein, de plus ou moins grande taille. On peut choisir des tailles d'unités différentes, avec les mêmes personnages, mais on a également ce qu'on appelle des personnages indépendants, qui sont en quelque sorte des héros, ou des monstres, qui sont super puissants, et qui peuvent infliger de gros dégâts, et c'est vraiment des choses à avoir dans son armée. Des règles spéciales. Alors ici, on a des règles spéciales d'unité, hein, avec plein de choses différentes. On a agile, acharné, déchaînement, charge fracassante. Tout ça, ça va vous rajouter finalement des bonus sur vos attaques. Et ça, on va dire, vous voyez, les règles spéciales, il y en a plein, et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. D'avis général, le jeu, il est plutôt bien équilibré. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une nation qui va être beaucoup plus forte qu'une autre. Chacun va avoir la balance, on va dire, elle est plutôt bonne, et on va pas avoir de gros déséquilibres. Ça, c'est super intéressant, moi, je trouve. On peut, bien entendu, partir dans un petit peu d'optimisation d'armée, mais il n'y aura jamais une armée qui sera écrasante par rapport à une autre, parce que chacune a des qualités qui, finalement, compensent ses défauts. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, suivant la nation que vous allez prendre, vous allez avoir ce type de règles spéciales. Là, on vous explique comment constituer son armée. La construction d'une armée, donc avec tout ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc on est toujours dans les listes à thème, tout ça. Et là, une partie que j'aime beaucoup, alors qui rappelle un petit peu finalement les donjons et dragons et l'univers médiéval fantastique. On peut équiper ces unités d'armes magiques, d'objets magiques. Donc on a plein d'objets avec on va dire des petits dessins que je trouve plutôt jolis, et des noms qui sont très évocateurs, comme la cornemuse de la terreur. Si je tourne un peu, on a le sang de l'ancien roi, la bénédiction des dieux, le corps sacré, les bottes de tirailleurs. Donc voilà, à chaque fois, ça vous apporte un petit bonus qui est plutôt intéressant. Donc il y en a qu'on peut mettre aux unités, mais il y en a également qu'on peut réserver à ces héros. Voilà, alors ça peut être le bâton tonnerre, ça peut être l'amulette de cœur de feu, plein de choses intéressantes. On a un petit paragraphe sur la magie, hein, qui vous explique un petit peu le type de sortilège qu'on peut avoir. Donc là, on en a beaucoup.
parce qu'on peut utiliser des magiciens, et ça c'est vraiment très très cool, je trouve. Et je trouve que le fait de l'avoir intégré à la phase de tir, finalement, ça va venir encore accélérer le jeu. Le jeu va très très vite, hein. Une partie, comme je vous disais tout à l'heure, ça doit être à peu près 2 heures, et franchement, en 2 heures, on a vraiment moyen de faire quelque chose, avec des mouvements, hein, quand même. Donc moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Bon, la magie. Et on passe donc directement à la phase de scénario. Donc les règles, qui sont, on va dire, richement illustrées, et il y a beaucoup de schémas. Donc on a une cinquantaine de pages de règles. Et ici, on arrive à la page 58. Donc on commence les scénarios. Et il faut savoir que ces règles, elles sont composées majoritairement de schémas, de dessins, de choses qui... Donc, c'est des règles qui sont extrêmement vite assimilables. Et c'est ce qui fait la grosse différence avec Warhammer Battle. Maintenant, Warhammer The Whole World, où il y a toujours des petites du pinaillage et de l'optimisation, mais tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça. Et moi, honnêtement, c'est quelque chose, moi ça m'agace un petit peu dans les règles, si à chaque fois il y a la petite parenthèse ou le petit truc qu'on vient rajouter. Moi j'aime bien avoir des choses qui sont claires dès le départ, facilement assimilables, qu'on puisse se référer au livre de règles, mais que ça soit pas non plus qu'il soit pas constamment ouvert sur la table, quoi. Moi, des règles simples, assimilables par tous, un jeu où on s'amuse rapidement, voilà ce que je demande, et un jeu où on se fait plaisir, voilà. On parle souvent dans ce type de jeu-là de Madeleine de Proust, hein, finalement, parce que le jeu nous rappelle des périodes où on était adolescent, on était plus enfant, et là ça nous ramène à ce type de souvenirs-là. Mais pour autant, maintenant on a aussi évolué nous en tant qu'adultes, et c'est des jeux, finalement, qui ont... Alors, je veux dire qu'il a bien vieilli, non, parce que c'est pas le jeu de base. Mais on va dire, il a bien succédé à Warhammer Battle. Et ça, c'est très important. Donc là, on va vous parler maintenant des scénarios, avec beaucoup de petits scénarios qui sont tout à fait intéressants. Donc là, on en a 12. Donc il suffit de lancer 2 dés, et puis on peut choisir le scénario au hasard. Alors, sachant que on ne pourra pas tomber sur le 1 si, bien entendu, si on lance 2 dés, hein. On est d'accord. Et là, on arrive au gros point fort de ce livre. Mais quand je dis gros point fort, c'est gros point fort parce que, compte tenu de l'offre, donc on a le bouquin, on a les figurines, vous avez vu quand même, on a quand même pas mal de figurines. On a toutes les listes d'armées du jeu. On n'a pas besoin de racheter des suppléments. Alors, il en existe un, mais qui va amener des petits trucs en plus. Mais en tant que tel, ça peut déjà largement suffire. Les listes d'armées, on va les regarder ensemble, hein. Alors, je vais pas vous détailler toutes les unités, parce qu'on va y passer des heures. Et que le but, c'est quand même que vous soyez un petit peu curieux. Donc, si vous allez sur le site de Mantic et de Légion de Distribution, Légion de Distribution déjà propose déjà plein d'explications, tout ça, un petit peu sur le lore, tout ça. Vous pouvez déjà vous renseigner. C'est passionnant. Honnêtement, c'est passionnant. L'univers, il est riche, il est très riche, et chaque nation, finalement, a des choses qui sont intéressantes. Moi, je vais vous donner vite fait, hein, alors je ne veux pas vous faire tout le lore, parce que, bon, déjà, je le maîtrise pas suffisamment. Ce que je regrette simplement dans le livre, alors, encore une fois, je pinaille, parce que c'est vraiment très très riche, hein. Trouver tout ça dans un livre de base, c'est... moi, je le vois très rarement. Et pourtant, des livres de règles, j'en ai eu quelques-uns entre les mains. Ce que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais bien aimé quelques petites lignes de lore sur, par exemple, ici, l'Alliance du Nord. Donc l'Alliance du Nord, c'est l'alliance de plusieurs peuples qui rappellent furieusement... Alors, on est dans un univers médiéval fantastique, mais on va dire ils ont pris le meilleur de pas mal d'univers différents. Ça nous rappelle les Nordiens de Game of Thrones, avec pas mal d'alliés, de créatures qui s'allient les unes les autres, tout ça, les nains, les humains qui s'allient ensemble. Donc voilà, a priori ils connaissent un secret. C'est les seuls à le connaître, et ils se sont alliés pour le protéger. Illustration magnifique, hein, l'Alliance du Nord. Donc on a des humains, vous voyez, on a un géant de glace, tout ça. Et voilà. Mais les dessins sont vraiment magnifiques, hein. Déjà, rien qu'à regarder ça, ça vaut le coup. On a les Basiléens, donc les Basiléens qui sont des humains. Voilà.
Donc ils sont à peu près bons partout, et c'est une armée qui est plutôt intéressante à jouer. Donc avec des paladins, des héros. Alors à chaque fois, on a toujours les unités de base, des infanteries de tir, de la cavalerie, des chars, des machines de guerre, et des titans et des héros. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Ça, ce sont les basiléens, donc voilà à quoi ça ressemble un basiléen. Les confréries. Alors les confréries, ce sont toujours des humains, il y en a plusieurs, et ils ont chacun choisi de suivre une orientation un petit peu différente. Voilà, donc ici on a les ordres des frères de la marche. Et il faut savoir, alors ça j'ai oublié de vous le dire, chaque armée a une règle spéciale d'armée. Donc par exemple, l'ordre des frères de la marche est une liste à thème. La liste maîtresse de ce thème est celle des basiléens. Les unités sont issues de la liste des... Donc c'est une liste à thème. Ok. Ils gagnent le gantelet. Et une fois par partie, quand la volonté de fer de l'unité est utilisée, le fragment d'égide permet de soigner 2 blessures. Donc voilà. Ils peuvent se soigner. On a les elfes. Alors les elfes, c'est un grand classique du médiéval fantastique. Hein. Ils y seraient pas. Moi, c'était mon petit regret dans Conquest. C'était que il y avait des espèces de créatures, les Spears, finalement, qui sont des espèces d'elfes noirs, on sait pas trop. Ce sont des extraterrestres, à vrai dire. Là, on est vraiment sur de l'elfe. On est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Et pour moi, on va dire, compte tenu de mon âge, c'est un peu plus peut-être rassurant, parce que ça me renvoie à des souvenirs. C'est un univers que je maîtrise mieux, voilà. Donc les elfes, qui ont de très jolies listes, et encore une fois, de très jolies illustrations. Les nains, encore une fois, voilà, les nains, qui sont... alors il y a plusieurs types de nains. On a les nains qui fonctionnent dans l'Empire, des seigneurs nains. On a aussi des nains libres. Voilà. On a les salamandres. Alors les salamandres, ce sont des hommes lézards, finalement, qui paraissent terribles comme ça, mais qui sont plutôt sages, a priori. Encore une confrérie, donc là c'est l'ordre de la Dame Verte. Et eux, ils ont la fiole d'eau sacrée et la haine des démons. Tout un programme. Donc voilà, et là on reconnaît déjà quelques marqueurs forts. Les elfes sylvains, voilà. Ils sont un petit peu différents des autres elfes. Les forces de la nature. Je peux vous dire, il y en a un. Les alphelins, alors les alflings, ou les alphelins, ou les hobbits, voilà. Toujours rigolo à jouer, et ils ont des figurines qui sont plutôt drôles. Alors il faut savoir que on m'a laissé le choix au niveau du starter. Moi je suis parti sur un starter qui n'est pas le dernier sorti, on est d'accord, mais avec des races finalement qui me conviennent mieux, parce que bon voilà, je suis pas trop créature démoniaque, machin, tout ça. J'aime maîtriser un petit peu. C'est mon côté peut-être un peu vieux con qui préfère avoir un univers plus maîtrisé. Donc les ogres, bon voilà, les ogres, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Et les squelettes, bon ça c'est commun vraiment à tous les jeux médiévaux fantastiques. Donc je trouve ça plutôt cool. Les alphelins, donc qui sont assez puissants, et qui ont un joli starter. La harde, alors la harde, ce sont des hommes bêtes, mi-hommes, mi-bêtes. Une ligue de Rordia, toujours des humains. Les humains, on en a quand même pas mal. Ah oui, on arrive aux ogres. Moi, je les aime bien, les ogres. Ils sont plutôt sympas. Et il faut avouer que les figurines sont plutôt jolies. Je vais les montrer juste après. Le royaume du Trident. Donc le royaume du Trident, c'est un royaume sous-marin. Alors, ils sortent de l'eau, bien entendu, pour se battre. Mais bon, voilà, ils sont plutôt puissants. C'est vraiment un petit peu original. Ça, on est un petit peu moins habitué à les voir. Mais c'est plutôt cool. Le royaume des hommes, là, encore une fois, des hommes, mais un petit peu différent. Donc autant vous dire que
Là, ici, on a une très belle illustration de la carte du Royaume des Hommes. Voilà, on est vraiment sur un marqueur, encore une fois, fort, hein, médiéval fantastique, avec ce type de carte, moi, que j'aime beaucoup, personnellement. Les cauchemars, alors là, voilà, hein, le but, bon, il y a une faille qui s'est ouverte, et puis il y a des déferlements de ce qu'on appelle les cauchemars, hein, qu'on peut assimiler finalement à des démons. Il faut savoir que dans son histoire, comme je vous disais, Mantic faisait du proxy de Warhammer Battle, et pour des raisons de... Alors vous connaissez déjà Games Workshop, qui fait des procès à tort et à travers, à tout ce qui ressemble un petit peu à ce qu'ils font. Donc ils ont eu l'idée de finalement de faire des noms de races qui sont différents de ceux de Games Workshop, mais qui ressemblent un petit peu. Voilà. On a, alors je sais pas, je les connais pas tous, hein, par exemple Games Workshop, j'ai eu l'idée, voilà, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. On a les brise-fer, voilà, on va avoir les casse-cailloux, vous voyez. C'est bon, c'est assez rigolo d'ailleurs. Donc les cauchemars. Alors il y a plusieurs forces, hein, le bien, le mal, tout ça. Vraiment, alors on est plutôt sur le mal. Les elfes du crépuscule, hein, qui sont des elfes noirs, hein, tout simplement. L'Empire de poussière, donc un type de squelette bien particulier, pardon. Les forces des abysses, hein, les abysses, hein, c'est la fameuse faille qui s'est ouverte, et là on est vraiment dans l'enfer. Des petites unités qui sont très drôles, les gobelins. Alors les gobelins ne sont pas mélangés avec les orques, hein. Faut le savoir. Les nains abyssaux, donc les nains du chaos, hein, les nains pervertis finalement. Mais comme pour les elfes, hein, et vous avez les elfes et les elfes du crépuscule, et là vous avez les nains abyssaux, qui sont très particuliers les nains. Les morts-vivants. Donc il y a plein de trucs différents. Les orques. Donc ça c'est un grand classique. Et les orques de la faille, qui sont des orques encore plus méchants que les orques. Donc bon, on va dire, en gros, voilà, c'est des orques améliorés. Donc on en retrouve des orques améliorés dans le Seigneur des Anneaux, on en retrouve également dans le monde de Warhammer, sous le nom d'orques noirs. Voilà, bon. Les Varungur, qui sont toujours des humains. Les humains du Nord. La vermine. Les hommes-rats. Alors, vermine, hommes-rats, skaven, tout ça c'est la même chose. Hein. Et là, on est vraiment... qui étaient des esclaves finalement des nains, qui se sont libérés et qui se sont... voilà, qui se sont révoltés. Qui sont des créations à la base des nains. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'univers, il est quand même très très proche de Warhammer. Bah oui, ça reprend les codes de Warhammer. Donc il y a les vermines esclaves également. Oui, ça reprend les marqueurs, mais en même temps, l'auteur est le même. Donc bon, il faut savoir que Warhammer n'a pas inventé le monde médiéval fantastique. Hein. Tout ça, c'est des choses... ça fait partie d'un imaginaire maintenant qu'on pourrait dire collectif. Ils ont beaucoup contribué. Ils ont inventé pas mal de choses, ils ont pas mal innové, mais bon, après, on peut pas demander à leurs créateurs de plus avoir d'imagination. Et là, jolie photo, franchement, très jolie photo de deux armées qui s'affrontent. Hein. Les cauchemars, et ça doit être l'Alliance du Nord. Et voilà, on arrive à la fin de ce livre. Ce livre qui est, franchement, qui vaut déjà largement le coup. Très joli bouquin. On en arrive à ce qui vous intéresse également. On va découvrir un petit peu les figurines qui composent ça. Je n'ai pas résisté au fait d'en monter certaines. Alors, j'ai un petit plateau parce que bon, c'est un petit peu fragile tout ça. Je vais vous le poser ici, on va regarder ça un petit peu. J'ai monté quelques ogres et quelques squelettes. On va commencer par les unités en résine. Les unités en résine, hop. Alors, on va faire le point. Et on va regarder un petit peu la qualité de la sculpture de ça. Donc,
Les ogres, ils ont des grandes dents. Alors, au niveau de la matière, elle est tout à fait excellente. Elle se travaille super bien. On peut voir vraiment un gros détail. Et moi, au début, on m'a dit, oui, les figurines, elles sont un petit peu moins bonnes que leurs concurrents de Games. Très honnêtement, alors je suis pas non plus un gros joueur de Games, hein, je joue plus à Games depuis des années, mais la qualité que je vois comparée aux figurines et aux sculptures que je connais déjà, alors ça va dessus, hein, c'est un petit pagne qui va se mettre là, c'est du multipart, la qualité elle est vraiment excellente. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de... En ébarbage, tout ça, j'ai pas eu grand chose à faire, c'est vraiment excellent, donc là ça va se reposer sur cette magnifique hache, hein, vous voyez le détail quand même qu'il y a, moi je trouve ça vraiment impressionnant, et il y a très peu de... Alors attendez, hop. Voilà, les lignes de moulure, elles se voient quasiment pas. Donc moi honnêtement j'ai eu peu de boulot à faire par rapport à ça. Alors il faut savoir également que ces figurines-là, elles sont proposées avec plusieurs options. Donc là j'avais deux têtes différentes. La tête, on va rester un peu sur les ogres. La tête je l'ai réutilisée sur un autre ogre plastique. Voilà, là l'autre tête elle est là. Et là on est sur les versions plastiques. Alors on voit un peu plus les lignes de moulure. Hein. J'ai pas encore tout à fait fini de préparer ça. Au niveau des poses, alors là, la sculpture est un peu moins jolie, parce qu'on est sur du plastique, tout simplement. Mais on peut voir que c'est très propre, tout ça. Le plastique, il se travaille super bien. Ouais, vous voyez, on voit on voit les lignes un petit peu là. Mais ça reste hyper propre. Au niveau de la variété des poses, on reprochait souvent à Mantic de ne pas en avoir beaucoup. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu sur les... Alors, ça se présente comme ça. Hop. Attendez, hop. Très bien. Là, vous avez une plaquette, hein, la plaquette des ogres, avec différents types d'armes, plein de têtes différentes. On les voit... attendez, hop. On en voit une ici. On en voit d'autres. On en voit là. Là. Donc on a vraiment pas mal de choses. Et on a 3 corps différents. Avec ces 3 corps différents, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Donc là, voilà, j'ai fait un ogre avec une arme à 2 mains. Les socles sont en MDF. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et sachant que de toute façon, on va devoir les regrouper, c'est peut-être pas plus mal. Là, alors, on va regarder un petit peu ce visage. Tout à fait intéressant. On peut voir hein, le plastique, il est vraiment bien sculpté. Beaucoup de détails. Des armes intéressantes. Alors, petit bémol, léger bémol, sur les figurines, voilà, on n'a pas vraiment de kit de montage. On y arrive, hein. Mais sur celle, j'avoue que sur celle en résine, c'était un peu plus chaud bouillant à monter. Et moi, je suis pas trop habitué à ça. Et très honnêtement, on y arrive très bien. Et avec les photos d'illustration, c'est très bien. Puis vous voyez le résultat, finalement, moi j'en ai jamais monté auparavant. Ça fait des années que je joue plus dans ces univers-là. Et là, c'est tout simplement facile à faire. Donc il y a du bouclier, il y a 100 boucliers. Alors j'ai pas monté encore les versions avec les tromblons. Mais bon, il y a une certaine, on va dire, régularité au niveau des armures, tout ça. Et on est sur quelque chose de... on va dire... voilà, il y a de vrais marqueurs dans l'armée. Ils sont plutôt intéressants. Alors ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, hein, forcément, parce que et c'est ce que je trouvais également intéressant. Là, on a différentes têtes, différents types d'armes. Alors moi, j'ai pris la tête de grand prêtre. Il y avait des têtes également de pharaon, intéressantes. Et là, on est sur donc le chef hein, de l'armée des squelettes, hein. Enfin, de l'armée de l'Empire de Poussière. Et qui tient un sort dans ses mains. Alors, au niveau de la peinture, hein, des illustrations, je trouve qu'elle rend pas toujours... elle fait pas toujours honneur à la qualité, des figurines. Parce que là, vous voyez, hein, on est sur... Alors, je suis de très près. Mais c'est d'une extrême finesse.
Au niveau des squelettes, alors je vais carrément amener le truc parce que là il y en a beaucoup. Hop là, on va y arriver, je vais pencher un petit peu. Et là, je me suis monté toute une petite unité d'archers. Alors les squelettes, eux, il y a 3 types de squelettes. Il y a des unités à cheval et des unités à pied. Et pour les unités à pied, voilà, vous avez tout ça. Les carquois, donc les carquois qui sont peut-être un peu moins jolis, et les lances ou les épées. Alors les épées très typées égyptiennes, hein, plutôt sympa. Moi, je suis parti sur une unité déjà d'archers. Et je vais vous en prendre 3. Je ne vais pas tous vous les faire dans le détail. Hein. Je vais en prendre 3 et on va regarder un petit peu ça de plus près. Alors, le premier, hop. Ah tiens, c'est le chef. Alors, je me suis fait un petit chef d'unité. Alors, il n'y a aucun... Voilà, il n'y a aucun intérêt dans le jeu, hein, mais je voulais le démarquer un petit peu, faire un chef d'unité. Voilà. Ils sont tous des couvre-chefs un petit peu différents. On peut faire leur prendre... il y a beaucoup de poses de bras, beaucoup d'arcs différents. Là, voilà, je voulais représenter donc un squelette qui va prendre sa flèche dans son carquois. Ici, on va avoir un squelette qui va commencer à bander son arc, tout simplement. Alors là, on est sur du socle plastique, hein, avec trou. Il faut savoir que certaines unités de King of War sont proposées sur des petits socles ronds qui viennent s'adapter là-dedans. On peut également, alors ça j'avais vu ça sur une chaîne YouTube, alors ils m'en voudront peut-être pas, je me souviens plus de leur nom, mais on peut mettre un aimant tout simplement là-dessus pour aimanter ça sur une plaque de fer. Et j'ai trouvé que l'astuce était plutôt bonne. Et on finit par, moi j'aime beaucoup cette position-là, voilà, par quelqu'un qui va tirer pour des tirs à longue distance. Et voilà, le squelette, on sent qu'il est fin, mais bon là, le plastique, il est plutôt de bonne qualité et ça va bien résister. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Voilà, on en termine un petit peu sur cette présentation de figurines. Bon, vous aurez compris que le jeu, moi, je le trouve vraiment très très bon. Pour résumer, les bons points de King of War. Alors, les bons points de King of War, déjà, c'est que c'est un jeu qui est accessible. La règle du jeu, elle est facilement assimilable. L'univers est riche. Le livre de règles, il comprend tout ce qu'il faut. Il est en français. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, au niveau tarif, on est sur des tarifs qui défient toute concurrence. Hein. Quand vous voyez moins de 100 € pour tout ça, et il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Je vous remontre le contenu du starter. Voilà, 100 € pour tout ça. Et le livre de règles déjà qui vaut 50 €, entre 40 et 50 €. Voilà, là vous avez vraiment beaucoup de figurines et de quoi vraiment monter des bases d'armées qui sont intéressantes. Et voilà, c'est un univers qui gagne à être connu. Si vous vous sentez un petit peu nostalgique en ce moment au niveau de ces jeux de bataille de masse avec socle carré où on va vraiment bouger beaucoup d'armées. Alors il faut savoir que celui-là, a priori, le jeu est un peu moins sur des armées peut-être un peu plus modestes que sur du Warhammer classique. Mais voilà, il va être beaucoup plus rapide, il va être beaucoup plus accessible. Donc moi, je trouve que voilà, c'est très très bien et je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à ce jeu. Voilà, bon, la vidéo a été un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce starter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!